Faut-il l'exterminer? Non, le message dit qu'il le faut, vivant. Seigneur du temps. Allô? Qu'est-ce que tu fous? Il est 4 minutes. Toi, t'es encore vu, toi. Ouais, vas-y, j'arrive. Seigneur du temps. Seigneur du temps. Énergie régénératrice détectée. Le docteur a été repéré. Le docteur a été repéré. Le docteur a été repéré. J'aurais jamais cru que ça marcherait. Qu'est-ce qu'on a là? Veuillez vous identifier. Salut. Alors, vous ne m'avez peut-être pas reconnu. Alerte, le docteur s'est introduit sur le vaisseau. Ah, si, vous m'avez reconnu. Vous allez être exterminé. Non, il nous le faut vivant. Alors, excusez-moi de vous couper, mais je pense qu'au lieu de vous préoccuper du châtiment que vous allez m'infliger, il serait plutôt préférable de vous préoccuper de votre vrai problème. De quel problème parlez-vous? Je parle de... ça. Qu'avez-vous fait? Oh non. J'ai activé sans faire exprès l'autodestruction du vaisseau. Nous mourrons peut-être, mais vous aussi. Effectivement, comme ça, moi aussi, je suis condamné avec vous. Cependant... Extermination. 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 Est-ce que t'as trouvé le TARDIS? Oh mon gars! Comment ça va? Salut, Ça fait pas longtemps. on se connaît pas, ça. Ça va? On se connaît? Bah mec, tu déconnes. Tu m'appelais cette nuit pour savoir où est-ce que t'habitais. Avec Cole et toi, ça fait 2 ans. Écoutez, j'ai même pas le temps, faut que j'aille chercher mon vaisseau. Mais mec! On va la refaire, hein. Coucou mon Ethan, comment ça va? Bah ça va nickel, Bastien. Bah j'ai besoin de ton aide, Ethan. Bah comment je pourrais t'aider, mon Bastien? Ok. J'avoue, j'ai peut-être pas été très poli. Mais je ne vous connais pas, mon cher ami. Tu te souviens pas de moi? Mais mec, on a grandi ensemble. Tu te souviens de toutes les conneries qu'on a faites? Alors, on a peut-être grandi ensemble par je ne sais quel miracle, mais va falloir que tu rentres chez toi. Rentrer chez moi? Non, maintenant je suis venu. Je t'aide. Mais si. Bastien, ça fait des années que je viens chez toi, j'ai jamais vu de putain de vaisseau dans ta cave. Je te dis qu'il est ici. Fais-moi confiance. Mais imaginons qu'il y a un vaisseau, Bastien. Pourquoi il serait pas visible? Bah, j'ai activé un système de défense avant de partir. C'est quoi le système? Disons qu'il est invisible. Bah, bien sûr. Tiens, on va aller le voir, toi, ton vaisseau invisible. Eh, Bastien, tu fous pas. Gueule. Bastien? Pourquoi tu l'as emmené? Putain. Ethan? Ethan? Ethan?
imprévisible. Il réécrit simplement la réalité comme il le veut. Bastien, t'es où? Bastien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Le Tardis nous empêche de le rejoindre. Il me reconnaît pas parce que j'ai un nouveau visage. Oh, je pense à la bombe. S'il te plaît. Oh. Avec ça, je suis sûr de te retrouver. C'est pas vrai, putain. Pourquoi je fais ça, moi? La clé. Viens voir papa. Putain, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire, putain? On va voir une personne que j'ai fait attendre pendant très longtemps. Martha? Eh ben, joli. Y'a quelqu'un? Ah! Martha Joe! Oh! Oh, ok, d'accord. Je me présente, je suis le docteur. Je sais qui vous êtes. Votre œil pourquoi ce langue est pointé sur vous. J'en conclus que vous ne m'appréciez pas vraiment. Vous n'avez pas aidé d'à quel point. Écoutez, j'ai reçu un message, un appel à l'aide. On vous l'a envoyé il y a 6 mois. Quoi? C'est impossible. On a tenté de vous en pendant 6 mois. 6 mois à espérer. Que s'est-il passé? Des Daleks, ils ont tous exterminé, même Martha. Elle avait confiance en vous, c'est à son dernier souffle et elle croyait que vous arriveriez. On y a tous cru. Et vous voilà, après la bataille, vous n'êtes pas un héros, vous êtes un lâche. Tous est mort. Où est-ce que vous étiez quand on avait besoin de vous? Hein? Je suis désolé. Vos excuses ne les ramèneront pas. Bonjour docteur. Je suis ton toi du passé. Non, futur. Enfin, tout dépend de si ça marche. Enfin bref. Docteur, si tu vois ce message, c'est que je n'ai pas eu le choix. À vrai dire, au moment même où je l'enregistre, nous sommes en danger. Pourquoi m'avez-vous appelé? Intercepté signal. C'est-à-dire? Ça fait 6 mois qu'il faisait partout dans l'univers, à travers le temps et l'espace. Montrez-moi ça. Je dois avouer que pour la première fois de toute mes vies, j'ai peur. J'ai peur de mourir. Je veux dire, après tout, ce visage n'aurait pas dû exister. C'est la conséquence d'une réécriture de notre ligne temporelle. Qu'est-ce qui nous assure qu'il y aura un après cette vie? Allons-nous nous régénérer? J'ai encore un cycle de régénération. J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Pour être sûr que cela ait marché, je me suis fait, depuis 1 mois, une marque sur ce poignet. Alors, au premier abord, on pourrait dire qu'il s'agit juste d'un trait.
Mais en réalité, il a fusionné avec mon ADN de Seigneur du Temps. En théorie, si mes hypothèses sont exactes, dès l'instant où je transférerai ma partie Seigneur du Temps dans cette boussole, la marque devra disparaître et ne jamais revenir. Intéressant. De quoi? C'est un code universel. C'est-à-dire que tout le monde dans l'univers peut le déchiffrer. Et pourquoi nous on n'y arrive pas? Eh ben, disons que vous êtes un petit peu sous-estimé dans l'univers. Alors, il y a un petit village en France, au Villiers. Je sais pas pourquoi, il m'est apparu comme ça, comme si on l'avait présenté comme le meilleur endroit pour se cacher. Alors que, en soi, j'y suis jamais allé. Et ses habitants vont devoir m'accepter. Même s'ils n'en seront pas du tout conscients. Un produit chimique qui va modifier leurs souvenirs. En réalité, ils auront l'impression de m'avoir toujours connu. Comme si j'avais toujours fait partie de leur vie, comme si on avait grandi ensemble. En soi, ils ne me connaissent pas. Et toi non plus, tu ne les connais pas. C'est pas un signal. C'est un appel à la traque. Ce n'est pas une invasion. Ils sont là pour moi. Qui vous cherche? Tous. Ma tête est mise à prix. Tous les peuples de l'univers veulent me voir mort. Pourquoi? Parce que je suis celui qu'ils craignent le plus. Et on leur propose un monde dans lequel je n'existerai plus. Excusez-moi. Vous allez faire quoi, du coup? Peu importe qui a envoyé ce message. Il me veut vivant, alors je vais venir jusqu'à lui. Mais ne t'inquiète pas. Dès l'instant où tu rouvriras cette montre et donc tu récupéreras tout ce qui fait de toi un Seigneur du Temps ainsi que tous tes souvenirs, eh bien, tu les oublieras. Et en théorie, eux aussi. Hein, en théorie. C'est même presque sûr qu'ils t'oublieront. S'il y a un genre que j'apprécie tout particulièrement, c'est bien la science-fiction. La diversité qu'offre ce genre cinématographique est immense, du space opéra au terre-à-terre en passant par l'horreur. Mais il y a une série qui a la faculté de réunir tous ces types de SF, voire même tout genre cinématographique. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 60 ans de la série Doctor Who. Doctor Who, la plus vieille série de science-fiction britannique, et également la plus vieille série de science-fiction au monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait peut-être plus important de vous repréciser ce qu'est Doctor Who. Il s'agit d'une série de science-fiction diffusée pour la première fois le 23 novembre 1963. La série compte 60 ans d'existence avec un épisode de Noël en fin d'année et une nouvelle saison prévue pour 2024. On y suit le personnage du Docteur, un seigneur du temps pouvant voyager à travers le temps et l'espace à bord d'une cabine de police plus grande à l'intérieur, appelée le TARDIS. En plus de se régénérer, le Docteur a le don de toujours attirer les problèmes, à savoir des monstres et créatures parfois kitsch, parfois terrifiants ou tout simplement iconiques. Le second arc de la série introduit les Daleks qui deviendront les antagonistes les plus populaires de cet univers. En effet, après leur première apparition, le public britannique fut tellement emballé par ces créatures de métal qu'on assista à un phénomène appelé la Dalekmania. Les Daleks étaient partout, des goodies, des jouets, des films non canons à la série, des pubs et même des chants de Noël. Si. Merry Christmas! Merry Christmas! La série est un immense pot-pourri de genres. En effet, tout est possible dans cet univers. Des épisodes historiques, terre-à-terre, romantiques, en huis clos, horrifiques, du space opéra,
des Uchronies et bien d'autres. Cependant, la série n'aurait pu jamais atteindre le stade des 60 ans de diffusion. En effet, c'est en 1989, après 26 saisons, que la BBC prend la décision d'annuler la 27e saison et donc de stopper la série. Ces 26 premières saisons sont appelées de manière générale la série classique. Cette période, bien qu'ayant très mal vieilli, avec ses intrigues et ses effets spéciaux très kitsch, a fait entrer Doctor Who dans la culture populaire britannique. Pourtant, comme dit plus tôt, la série sera bel et bien annulée par la BBC. Mais à l'image de son personnage principal, elle reviendra en changeant légèrement. Tout d'abord par un téléfilm américain sorti en 1996 avec Paul McGann dans le rôle du 8e Docteur. Je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, je lui ferai plus une petite vidéo dédiée. Mais ce qui a rendu la série si populaire aux yeux du monde entier, c'est le reboot de 2005. En 2005, le producteur Russell T Davies relance la série en remettant les compteurs des saisons à 1, mais en introduisant le 9e Docteur, ce qui en fait donc la suite de la série classique. Composée de 13 saisons pour l'instant, la série de 2005 est divisée en 4 périodes. La première ère Davies de la saison 1 à 4, qui est assez kitsch, l'ère Steven Moffat des saisons 5 à 10, plus ambitieuse, et l'ère Chibnall des saisons 11 à 13 qui est plus terre-à-terre, plus intimiste. Et je vous vois vous dire que je me suis trompé en citant seulement 3 périodes alors que pourtant j'ai dit qu'il y en avait 4. Mais il y a bien une nouvelle ère en cours, Russell T Davies est de retour pour ce que l'on va appeler la seconde ère Davies. Commençant par le soixantenaire et poursuivant pour l'instant avec la prochaine saison prévue pour 2024 qui mettra en scène le 15e Docteur. En parlant du soixantenaire, il est composé de 3 épisodes spéciaux. Qu'ai-je pensé de ces épisodes ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le soixantenaire commence par l'épisode The Star Beast, et c'est loin d'être un début exceptionnel. Alors j'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode. Dans un premier temps, c'est un plaisir que de retrouver cette série si chère à mon cœur après un an d'attente. Dans cet épisode, le Docteur arrive à Londres. Cependant, en plus d'un vaisseau qui s'est crashé, le Docteur retrouve Donna, une de ses anciennes compagnes, qui pourrait mourir si elle se rappelle des aventures qu'elle a vécues avec lui. Le premier truc à noter, c'est que Doctor Who a maintenant du budget, et ça se voit. La série est malheureusement connue pour ses effets spéciaux très kitsch, mais autant le dire, ici les effets spéciaux sont plus que convaincants. Que ce soit les vaisseaux, les capacités du tournevis, nouveau tournevis sonique qui d'ailleurs est magnifique et donnera envie à tout pigeon de l'ajouter à sa collection. Hey. Mais également le soleil psychédélique, les guerriers Vras et surtout Bill the Mip. Honnêtement, il est l'un des gros points forts de l'épisode. Il est criant de réalisme, que ce soit sa version adorable ou sa version maléfique. Tant que l'on parle du Mip, il possède à mon sens la meilleure révélation de l'épisode. En effet, si le Mip se présente comme cette adorable boule de poil pourchassée par les guerriers Vras, il se révélera être le véritable antagoniste de l'épisode. D'ailleurs, j'aime beaucoup la scène de la révélation, entre le Docteur qui enfile sa plus belle perruque de juge et le fait qu'il semble se douter de quelque chose avant la révélation. Dans l'épisode The Star Beast, l'histoire du Mip et des guerriers Vras est en fait repris du comics du même nom signant leur première apparition. Sauf qu'au lieu de retrouver Donna, sa famille et le 14e Docteur, c'est bien le 4e Docteur campé par Tom Baker qui sera confronté au Mip. D'ailleurs, même l'affiche promotionnelle de l'épisode reprend la couverture du comics. L'autre grosse révélation de l'épisode, c'est bien évidemment Rose. Rose est la fille de Donna. À la fin de l'épisode, cette dernière se révèle avoir hérité des pouvoirs de sa mère. Et si cela permet à Donna de vivre un peu plus longtemps pour trouver comment se débarrasser de ce pouvoir qu'elle partage avec sa fille, cela permet avant tout de justifier, même si pas nécessaire, la transidentité du personnage. En effet, à l'image de son interprète, Rose est une femme transsexuelle. Tout comme sa mère, elle possède en elle une partie du Docteur, de son pouvoir, ses souvenirs hérités à la naissance. Ce qui explique que les jouets qu'elle fabrique sont en fait la plupart des ennemis que Donna et le Docteur ont affrontés en saison 4. Que son cabanon ressemble au TARDIS et qu'à l'image du Docteur, elle soit passée du sexe masculin à féminin. Ou bien, comme l'explique le Docteur, nous sommes binaires, elle non, parce que le Docteur est masculin et féminin. Enfin, comment ne pas parler du gros point fort de l'épisode, les retrouvailles entre Donna et le Docteur. Les deux sont très attachants et ces retrouvailles atteignent leurs apogées pendant cette scène de discussion où le Docteur, tiraillé par un choix cornélien, réalise qu'il ne peut sauver le monde sans le sacrifice de Donna. C'est après le retour du Docteur Donna qu'elle meurt dans les bras du Docteur. Une scène déchirante qui conclut l'arc narratif des deux personnages, mais dont le dénouement va être traité dans quelques secondes. Parler de tout ça m'oblige à évoquer les raisons qui font que, selon moi, cet épisode est bon mais sans plus. La conclusion est, nulle à chier. Cette conclusion est vraiment décevante. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est dans mon top 10 des pires conclusions d'épisodes de la reprise de 2005.
Si je trouve la défaite du mythe trop facile, c'est surtout toute la partie avec le pouvoir de Donna et Rose qui me pose problème. Déjà, mon premier problème vient de ce passage. Tout courant, on sait déjà tout ça. Merci. Et toi, tu ne sais rien du tout. Dommage que tu ne sois plus une femme. Elle aurait compris. On a tous ce pouvoir. Il y a un moyen de nous en défaire. Un moyen qu'un seigneur du temps d'identité masculine ne pourra jamais comprendre. Il faut lâcher prise, tout simplement. Et nous avons choisi d'y renoncer. Quoi ? Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi elles ont glissé ces répliques. Déjà, elles n'ont aucun sens, en quoi un seigneur du temps masculin ne pourrait pas renoncer à ce pouvoir. Si encore on expliquait que ça nécessitait une partie féminine du corps humain, je l'aurais accepté. Mais là non, c'est juste un instant girl power dans le sens le plus péjoratif du terme. Ce que j'entends par là, c'est qu'il s'agit à mon sens de la manière la plus maladroite et contre-productive de mettre en avant un personnage féminin. Je ne vois vraiment pas en quoi le fait de ridiculiser les hommes va mettre en avant des personnages féminins, comme je ne vois pas en quoi le fait de ridiculiser des femmes va mettre en avant des personnages masculins. Vous êtes conscient que même pendant la période du 13e Docteur, qui est donc la première femme à interpréter le rôle depuis 1963, et qui se travaillait avec l'équivalent d'un drapeau LGBT sur le torse, on n'a jamais eu de message féministe aussi maladroit et balancé à la truelle que celui-là. Mais surtout, ce passage ne sert à rien parce que... vous avez déjà montré en quoi elles sont fortes et utiles à l'histoire. Je veux dire, le docteur a littéralement besoin du docteur Donna pour sauver la ville, et Rose sauve la vie des soldats, du docteur et de sa famille. On voyait bien qu'elles étaient bien plus que de simples personnages en détresse. Mais mon plus gros problème avec cette conclusion, c'est que... c'est vraiment ça la fin du docteur Donna. Je vous replace dans le contexte. Nous sommes en 2009 et les spectateurs assistent au final de la saison 4 dans lequel Donna obtient les pouvoirs du docteur. Le docteur Donna était né. Après avoir aidé le docteur à vaincre Davros et les Daleks, elle apprend que ce pouvoir, qui a fait d'elle la femme la plus importante de l'univers, est en train de la tuer. C'est au cours d'un adieu déchirant que le docteur décide de lui effacer la mémoire pour lui sauver la vie. Pourtant, 13 ans plus tard, après de nombreux leaks de tournage où l'on voyait Donna et ce qui semblait être le 10e docteur, Russell T. Davies annonce que David Tennant sera en plus du 10e le 14e docteur, et que les épisodes du soixantenaire seront la suite du final de la saison 4 en ce qui concerne la relation Donna-Docteur. Une annonce qui a fait théoriser et craindre les fans sur le sort de Donna à la fin des épisodes, une crainte guère atténuée par la promotion des 60 ans. If she ever remembers me, she will die. I don't know if I can save your life this time. Et c'est après une scène déchirante que Donna se réveille, car ayant partagé son pouvoir avec sa fille, lui donnant plus de temps pour se débarrasser de ce pouvoir qui vont les tuer toutes les deux. La révélation du pouvoir de Rose est assez dommage, dans le sens où elle gâche, selon moi, une conclusion de personnage qui aurait pu être géniale. Pour au final... il faut lâcher prise, tout simplement. Et nous avons choisi d'y renoncer. Bon, cette déception est quand même rattrapée par la découverte du nouveau TARDIS, qui est magnifique. Le design est incroyable et encore une fois, on ressent le budget plus important dans ce décor, qui est d'ailleurs un bel hommage aux anciens TARDIS de la série classique. En soi, cet épisode est un lancement correct pour cet anniversaire, mais malheureusement gâché par une conclusion bâclée. Si The Star Beast m'a laissé un goût amer, cet épisode est pour le coup une très bonne surprise. Suite au café qu'a renversé Donna sur la console du TARDIS, elle et le docteur atterrissent sur un vaisseau inconnu. De plus, le TARDIS se sentant en danger s'est téléporté, les laissant tous les deux, découvrant qu'ils ne sont pas seuls à bord. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Wild Beyonder est le meilleur des 3 épisodes spéciaux du soixantenaire. Si l'intrigue de The Star Beast se déroulait essentiellement sur Terre, ici on entre totalement dans le côté science-fiction de la série. Entre un vaisseau énigmatique coincé au fin fond de l'univers et des antagonistes aussi étranges qu'intéressants, cet épisode nous montre le côté essai de Doctor Who pour mon plus grand plaisir, d'autant plus qu'il varie les genres de science-fiction. En effet, on retrouve de la science-fiction contemplative quand le Docteur et Donna marchent dans le couloir principal, découvrent le vaisseau, mais on retrouve également de la science-fiction un peu horrifique. En effet, certains passages joueront sur le hors-champ pour faire naître une certaine angoisse chez le spectateur. Je parlais des couloirs et ça va me permettre d'enchaîner sur les décors. Les décors sont magnifiques, le couloir principal est juste génial, le cockpit aussi, et le look global du vaisseau est incroyable. Le seul bémol, c'est que parfois les effets spéciaux ne suivent pas vraiment. En effet, ce passage avec les antagonistes les rend plus ridicules que terrifiants, et surtout,
tous les passages où le docteur et Donna marchent dans le couloir principal sont très mal faits. On sent l'incrustation des personnages et le côté factice du couloir. Mais le pire, c'est la voiturette. Mon Dieu, aucune scène avec cette petite voiture ne sera vraiment bien réalisée. En soi, les effets spéciaux, c'est vraiment le gros point noir de l'épisode. Des fois, ils n'arrivent vraiment pas à suivre et c'est dommage parce que tout le reste est excellent. Comme par exemple ces antagonistes qui sont juste incroyablement intéressants et géniaux. Ce sont des entités qui n'ont même pas de forme physique, on ne sait pas à quoi elles ressemblent, on sait juste qu'elles peuvent prendre l'apparence du docteur et de Donna. D'ailleurs, le fait qu'elles peuvent prendre l'apparence du docteur et de Donna permettent de nombreuses séquences de confrontation où une tension et surtout une paranoïa va grandir et naître chez le spectateur et chez les personnages. Leur introduction est aussi excellente. Dès l'instant où le docteur entre dans la pièce où est Donna et où Donna entre dans la pièce où est le docteur, on sent qu'il y a quelque chose. On sait qu'il ne s'agit pas du docteur ni de Donna. Et de là va naître une tension qui atteindra son apogée quand nous assisterons à leur déformation physique. Leur déformation physique, justement, les rend à la fois angoissants et procure chez le spectateur une sensation de malaise, qui fait que pour moi ils sont totalement réussis. Mais le gros point fort de l'épisode, c'est surtout le 14e docteur. J'adore les scènes de discussion avec Donna, notamment où elle lui révèle qu'elle a eu accès à sa mémoire et qu'elle est au courant pour le flux et l'enfant intemporel, ce qui permet aussi de renouer avec la période de Krishinol qui n'est pas la plus appréciée de la série. C'est un docteur dévasté que l'on voit à l'écran et ça atteint son apogée lorsqu'il s'énerve dans le couloir, une de mes scènes préférées de l'épisode. Et pour terminer sur l'épisode, contrairement à The Star Beast, la conclusion est géniale. Toutes les questions que l'on se pose au cours de l'épisode trouveront une réponse satisfaisante. Qu'est-ce que ce robot? C'est quoi ces mots que l'on entend dans l'épisode? Pourquoi les antagonistes prennent l'apparence du docteur et de Donna? C'est quoi ce bruit énigmatique tout au long de l'épisode? Et comment ne pas évoquer les retrouvailles entre le docteur et Wilfried Mott? Petite séquence qui, je dois l'avouer, m'a tiré une petite larme. En bref, White Blue Yonder a été un épisode incroyable qui m'a beaucoup rassuré pour la suite. Alors que la race humaine semble s'autodétruire, le docteur aidé de Donna et Unit retrouve un vieil adversaire, un être céleste venu d'une autre dimension pour terminer un ultime jeu commencé il y a des siècles. Et bah ça c'est ce que j'appelle un plutôt bon final. Cet épisode est franchement génial. Déjà l'action commence dès les premières secondes qui nous embarque dans cette intrigue palpitante. Le retour de Kate Stewart fait franchement plaisir, comme celui de Mel étant une compagne de la période classique. De manière générale, cet épisode remplit beaucoup mieux son rôle d'épisode anniversaire que les deux précédents. Si l'on peut regretter que Donna soit en retrait, le 14e docteur, lui, est toujours aussi attachant et touchant de par sa grande émotivité et due à l'interprétation de David Tennant. J'adore toujours les passages de discussion avec Donna et surtout le passage où le Toymaker révèle la vie du docteur après ses aventures avec elle. Rappelant à notre Seigneur du Temps tous les êtres qu'il a perdus et ses plus grosses défaites, en plus de coller avec une discussion précédente où Donna, après avoir rencontré Mel, se rend compte que le docteur continue sa vie en changeant de compagne sans jamais reprendre le temps de faire son deuil. Je parlais du Toymaker et il est à mon sens le gros point fort de l'épisode. Par où commencer? Le personnage est brillamment interprété par Neil Patrick Harris, qui s'éclate dans ce rôle qui lui colle à la perfection. On nous introduit le personnage dans une séquence pré-générique très appréciable et qui, contrairement aux deux précédentes, ne sert pas juste à présenter une partie de l'or de la série aux nouveaux spectateurs. Mention spéciale pour le moment où il s'introduit à Unit dans une séquence incroyable et complètement irréaliste et what the fuck qui nous montre l'étendue de ses pouvoirs. Ce que je retiens surtout, ce sont ses nombreuses confrontations avec le docteur. Sa première confrontation avec un docteur terrorisé de le revoir laisse place à une scène de poursuite où il manipule la réalité et les personnages comme de vulgaires marionnettes. Une séquence aussi géniale qu'angoissante, notamment les scènes avec les pantins. S'ensuit une deuxième confrontation tournant autour d'une simple partie de cartes, pourtant pleine de tension. Toute la séquence prenant place dans la boutique du Toymaker est littéralement la meilleure séquence de l'épisode. Contrairement à sa fin qui m'a pour le coup moins emballé que le reste. Alors que leur ultime jeu est sur le point de commencer, le Toymaker tue le docteur qui se régénère. Cependant, le Toymaker trafique cette régénération qui sera, avec celle du 4e docteur, la plus bizarre de la série.
Le 14e et le 15e Docteur battent le Toymaker, et alors que le nouveau Docteur s'en va pour de nouvelles aventures, le 14e Docteur, lui, reste auprès de Donna et sa famille pour vivre une vie tranquille, lui qui a toujours couru. Ce qui me gêne dans cette fin, c'est que le 14e Docteur reste sans aucune explication, existant en parallèle du 15e Docteur. En plus, il possède toujours un TARDIS, et on nous explique qu'il voyage toujours avec. On a l'impression que Russell T Davies le met de côté et se le garde sur le coude pour pouvoir le ramener dans ses futures saisons. Et si c'est le cas, c'est vraiment une idée de merde. Les anciennes saisons n'avaient pas besoin de ce genre de justification pour mettre plusieurs docteurs à l'écran. On partait juste du principe que chaque docteur voyage et peuvent se croiser dans l'univers. Bon, et du coup, la justification du retour du visage de David Tennant est complètement décevante. Au moins, on a le plaisir de découvrir le 15e Docteur qui, avec son énergie et son thème musical, me donne vraiment envie de le retrouver pour le spécial Noël et la nouvelle saison de 2024. En fait, si vous voulez, la fin de The Giggle est un peu particulier, dans le sens où, certes, scénaristiquement, elle est complètement foirée, mais elle possède une symbolique telle que je ne peux m'empêcher de l'apprécier malgré tout. En regardant cet épisode, j'ai réalisé que le soixantenaire avait surtout pour but de faire la transition entre la reprise de 2005 et la nouvelle saison. Car oui, la prochaine saison étant diffusée sur Disney+, et donc beaucoup plus accessible que le reste de la série, Russell T Davies ne va pas la présenter comme la 14e saison, mais comme une saison 1. C'est donc un nouveau soft reboot comme celui de 2005. Et c'est pour ça que David Tennant est de retour. Son visage est le plus iconique de la reprise de 2005. Le 14e Docteur symbolise alors la série de 2005. Soit un docteur plus sombre et torturé, marqué par la guerre du temps, un élément de lore charnière dans la psychologie du docteur prenant place entre la série classique et le reboot de 2005. Et c'est dans un adieu magnifique que le 14e Docteur laisse place au 15e Docteur. Si on pourrait y voir juste le passage de flambeau de l'ancien Docteur au nouveau, comme quand il parle à son futur lui pendant sa régénération. Attends un petit instant, Docteur. Faisons ça bien. J'ai certaines choses à te dire. Docteur, que je suis sur le point de devenir. Un indice. Tu vas assurer. Symboliquement, c'est cette scène qui fait la transition entre la série de 2005 et celle qui va démarrer. Okay, kid. I love you. Get out. I'm not doing that again. Le nouveau reboot s'en va vers d'autres aventures, tandis que l'ancienne série prend une retraite bien méritée. En somme, The Giggle est vraiment un très bon épisode et une bonne conclusion au soixantenaire. Mais ce soixantenaire me laisse perplexe. Il s'agit plus d'une mini-saison que d'une célébration d'anniversaire. On voit qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans, mais également permettre aux nouveaux spectateurs d'entrer dans cet univers. Et c'est à mon sens une mauvaise stratégie. Les éléments de l'or perdent le nouveau spectateur, et les fans sont déçus du manque de célébration des 60 ans de la série. D'ailleurs, j'ai été déçu de l'aspect musical de la célébration. Si le retour de Murray Gold me faisait saliver, car nous ayant offert les meilleures compositions de la série, ici il reprend tout simplement des morceaux déjà existants, mais simplement réorchestrés. Hormis le thème du Toymaker et celui du 15e Docteur qui ont été créés spécialement pour l'occasion et qui sont, à la surprise générale, les meilleures musiques du soixantenaire. Mais là où j'attendais cet anniversaire, c'était pour le 14e Docteur. 13 ans après sa régénération, David Tennant est annoncé comme 14e Docteur, devenant le premier interprète à jouer deux Docteurs différents. Et si je craignais une pâle copie du 10e Docteur, il s'avère en réalité beaucoup plus émotif et expressif que sa 10e incarnation, malgré les similitudes dues au fait que ce soit le même acteur. Quel plaisir ce fut de retrouver David Tennant avec qui j'ai découvert cet univers et qui m'a fait adorer ce personnage. Un personnage dans lequel je me suis toujours retrouvé de par sa capacité à camoufler son mal-être par un énorme sourire, un côté déjanté et une envie d'aider les gens. Ce docteur porte sur sa conscience tous les morts causés par le flux en saison 13, et je regrette juste qu'il n'ait pas eu de discours aussi fort et marquant que ses prédécesseurs. En saison 9, le 12e Docteur prononcera un discours si fort qu'il sera partagé à la suite d'attentats pour son double sens. Exactement. Alors permettez-moi de vous poser une question sur votre nouveau monde si beau. Une fois que vous aurez tué les méchants, et que tout sera parfait, juste comme vous le vouliez, quand vous aurez enfin obtenu exactement ce que vous demandiez, que ferez-vous précisément des gens comme vous? Les perturbateurs. En bref, le retour de la série m'a plutôt convaincu, malgré quelques erreurs.
et je dois avouer être très confiant pour les futures saisons, ainsi que pour le futur Docteur qui me plaît déjà avec seulement 10 minutes de temps d'écran. Accrochez-vous! Et là, on est... Nous voilà au centre même de l'univers. C'est ici que provient la moindre petite particule, le moindre petit être. Et pourquoi on est là? Eh bien, d'après le Tardis, c'est d'ici que provient le message. Mais j'ai l'impression qu'il s'est trompé. Docteur, je crois qu'il ne s'est pas trompé. Oh, c'est pas vrai. Ok, Ethan, prenez ça. On m'a dit que ça me servirait un jour. Mais ça me servira à quoi? Ça va permettre de propulser cette créature, quoi que ce soit, à la date et au lieu que j'ai programmé directement dans l'appareil. Mais pour ça, il faut que vous l'activiez maintenant. Oh non. Je suis désolé, Daniel. Après toutes ces années, je vous vois ici, face à moi. Oh, désolé. Il semblerait qu'on n'ait pas été présenté. Je me présente, je suis Docteur. Je vous connais, Docteur, mais vous ne me connaissez pas. Je vois tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Tout ça, Docteur, je le vois. Vous êtes qui? Je suis le gardien du temps. Je vais au bon déroulement de chaque ligne temporelle. Ne changez pas de sujet. Cela n'explique toujours pas ce que je fais ici. Mon rôle est de rectifier toutes les anomalies. Cet univers est une erreur, une anomalie, vous en êtes l'origine. Docteur! Oui? Tout va bien? Oh. Vous êtes un grand malade. Vous m'avez abandonné. Vous dites que je suis un grand malade? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais je vous assure qu'on ne se connaît pas, monsieur. Ah, vous me connaissez pas? Oh, je suis désolé, je crois qu'on se connaît pas encore. Vous venez de mon futur, c'est ça? Docteur, un jour vous serez amené à vous cacher dans un petit village de Mauville. Et là on se reverra. Ouais, tant que j'y pense, ça vous serait utile. Vous devez choisir. Qu'est-ce que ces lumières et pourquoi vous les avez rapprochées de moi? Soit vous condamnez cet univers, soit je vous rectifie. D'accord, mais du coup,
Pourquoi sont-elles si proches de moi? Touchez ces lumières et vous verrez les conséquences de cette choix. Ne résistez pas à la tentation. Touchez-les. Qu'est-ce que vous m'avez... Sachez qu'il n'est rien d'impossible. Comment avez-vous déclenché cette régénération? Ces lumières sont une énergie cosmique pure. Elle rectifie toute anomalie les touchant. Vous pouvez vous persuader du contraire, mais vous serez à jamais une erreur. Donc, tu vas réellement attendre de mourir. On ne meurt pas, on se régénère. On se régénère. Mais voyons, c'est pas une régénération comme les autres. On va pas avoir une nouvelle vie avec un nouveau visage. Il est en train de réécrire notre ligne temporelle. Il va nous effacer. Cette vie va être effacée. Toi, moi, nous. On n'aura jamais existé. Ce serait pas plus mal. Je crois que t'as pas compris. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Mais tu parles sérieusement? T'as vu des responsabilités pendant 6 mois parce que je cite, t'avais peur. Et tu oses prétendre être le docteur? Mais je suis plus le docteur. Toute cette vie, on m'a dit que j'étais une anomalie. Que je n'aurais jamais dû exister. J'ai essayé d'être le docteur. Combien sont morts par ma faute? Par notre faute? Je veux dire, c'est nous qui avons créé cet univers. On a altéré notre propre ligne temporelle. On a changé le destin de tout être dans ce dernier. Alors oui, après ça, j'estime ne plus être le docteur. Et je peux me soulager donc de mourir. Écoute, je te comprends. Sincèrement, je te comprends. N'oublie pas que je suis toi. Ce que tu ressens, je le ressens aussi. Mais contrairement à toi, je vois plus loin. Et comment ça, tu vois plus loin? Tu pars tout de suite du principe que changer le destin de tout être dans l'univers, c'est mal. Mais as-tu pensé une seule seconde que cette réalité parallèle pourrait être mieux? Imaginons que, au lieu de mourir, ils vivent après toutes ces années de voyage spatio-temporel. As-tu déjà rencontré une chose qui n'avait pas d'importance? J'avoue que j'y ai jamais pensé. Je t'en prie, ne nous laisse pas mourir. S'il te plaît. Ok, imaginons qu'on voulait faire quoi que ce soit. C'est impossible. Nos cellules se régénèrent. Encore une fois, tu ne vois pas assez loin. Actuellement, à cet instant présent, tu as deux choix. Soit nous sommes effacés, et tous ces mondes que l'on a sauvés avec ce visage seront perdus à jamais. Et l'autre choix, tu me laisses reprendre le contrôle.
Mais ça veut dire que je vais mourir. Et moi aussi. Nos deux existences séparées ne seront plus là. Car nous ne ferons plus qu'un. Exactement. Et pourquoi on doit forcément faire qu'un? Parce que tu es notre mélancolie, notre traumatisme, nos mauvais souvenirs. Et moi, je suis notre joie, notre optimisme, notre envie d'aller aider les gens. En bref, toi, moi, réunis, à nous deux, on est ce qui fait de nous le docteur. Quoi? C'est impossible. Eh bien, sachez qu'il n'y ait rien d'impossible. Comment avez-vous pu annuler le processus? Vous croyez que je n'ai pas découvert votre sale petit secret? Ces lumières n'effacent pas les anomalies. Elles réécrivent simplement toute personne qui les touche, selon la manière dont elle se voit intérieurement. Vous forcez juste vos victimes à croire qu'ils sont des anomalies et qu'ils doivent disparaître. Je suis une anomalie, mais je n'ai pas à disparaître. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sachez que jamais je ne suivrai la moindre règle. Au contraire, c'est moi qui les définis. Alors voilà ce qui va se passer. Je vais quitter cet endroit, retourner protéger cet univers, car je suis le docteur. Et cette fois, je n'en doute plus une seule seconde. Sur ce, au plaisir de ne jamais vous revoir. Hélas, docteur, nos chemins se croiseront à nouveau. Ça vous dépasse, mais vous venez de condamner cet univers face à son plus grand danger. Le plus grand danger, c'est moi. Il arrive. Le flux arrive, docteur. Oh, docteur, vous pensez avoir gagné la bataille. Vous avez perdu d'avance. Herr Docteur, il nous reste un dernier jeu à partager.